Bonjour à tous. Mon nom est Anne Blonglot. Je suis coordonnatrice de programme chez Ouranos, y compris de la priorité qui porte sur les risques liés à la disponibilité en eau. Donc aujourd'hui, je serai accompagnée de mes collègues pour cette présentation. Donc je vais les présenter. Il y a Gabriel Rondeau-Jeunesse et Louis-Philippe Caron. Peut-être Gabriel et Louis-Philippe, si vous pouvez ouvrir votre caméra. Qui sont donc des spécialistes du groupe Scénario et Services climatiques. Également par ma collègue Léa Crevier-Lapointe, qui est de l'équipe Appui à la programmation et à la direction. Et puis Richard Turcotte, qui coordonne la priorité risques liés à la disponibilité en eau avec moi-même. Et Richard, il participe à Ouranos, mais il est également employé par le ministère de l'Environnement et la direction de l'expertise hydrique. Je voulais juste m'assurer si Richard était là. Je vois qu'il y a plein de monde. Richard, est-ce que tu es là? Bon, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé. Mais enfin, bon, il arrivera plus tard. Je vais aussi on voit le nombre important de personnes qui sont, par le nombre important de personnes qui sont enregistrées à cette rencontre, que ça démontre vraiment que les enjeux soulevés par les épisodes de manque d'eau sévère sont d'intérêt pour un grand nombre d'acteurs. On voit qu'il y a des villes qui sont enregistrées, des MRC, des ministères, des OBV, des comités ZIP. Je tenais toutefois à bien rappeler que la rencontre d'aujourd'hui, elle a vraiment pour objectif spécifique d'informer les personnes ou les organisations qui sont intéressées à participer à l'appel à propositions que nous avons lancé, qui vise à dresser le portrait des conséquences d'un manque d'eau sévère au Québec dans un climat en évolution. Donc, nous mettrons vraiment la priorité pour répondre aux questions qui permettront de préciser ce mandat. Donc, je vais partager mon écran. Donc, on va commencer. L'accueil est bienvenu. Une rapide présentation d'Ouranos, présentation de l'appel à proposition, présentation de l'appui d'Ouranos pour les scénarios d'étiage qui sera faite par Gabriel. Et ensuite, on aura une période de questions. Vous pourrez poser vos questions en demandant dans le chat. Vous pourrez ouvrir vos micros ou vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat. Et la réunion prendra fin à 10 heures. Donc, peut-être une courte présentation. Il nous a semblé utile de refaire une courte présentation d'Ouranos, qui a été créée en 2001 à l'initiative du gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec et d'Environnement Canada. Et Ouranos, c'est un pôle d'innovation et un lieu de concertation qui permet à la société québécoise de mieux s'adapter à l'évolution du climat. Il y a maintenant 16 membres au consortium, dont plusieurs universités, des centres de recherche, des villes, également de nombreuses compagnies hydroélectricité à travers le Canada. Et donc, conformément à son plan stratégique, les objectifs d'Ouranos sont de développer et de consolider les expertises en changement climatique, favoriser tout le long du continuum qui va de la science du climat à l'impact aux impacts biologiques, aux impacts physiques, aux impacts économiques, vulnérabilité sociale, jusqu'à l'identification et l'évaluation de solutions d'adaptation. Également de favoriser l'intégration pour une adaptation pertinente et utile au changement climatique, puisqu'il est vrai que le climat change de manière accélérée et que la pression augmente pour fournir une information scientifique pertinente pour éclairer la prise de décision. Et comme les enjeux se complexifient, il est important d'inclure le plus grand nombre possible de disciplines et d'acteurs sur l'ensemble de ce continuum scientifique que je viens de présenter. Et enfin, le troisième élément, c'est de mobiliser les connaissances au bénéfice des membres d'Ouranos et de la société du Québec en général. Donc, pour ce faire, en tant qu'organisme frontière, Ouranos travaille étroitement avec les communautés de recherche et les parties prenantes pour réaliser des projets de recherche et développement appliqués qui favorisent le passage à l'action pour s'adapter à l'évolution du climat. La programmation 2020-2025 d'Ouranos est organisée autour de 8 priorités d'adaptation. Je ne rentrerai pas dans les détails qui sont sur chacune d'elles. Elles sont interreliées. Cette programmation est aussi alimentée par des connaissances en sciences du climat et des services climatiques et également
par des activités de mobilisation de connaissances. Donc, je vais me concentrer sur la priorité diminution des risques liés à la disponibilité en eau, puisque c'est dans le cadre de cette priorité que nous lançons cet appel à proposition. Cette priorité, elle a pour objectif de renforcer la capacité du Québec à alimenter sa population en eau potable et à faire en sorte que les écosystèmes et les secteurs économiques ne soient pas durablement impactés lors d'un épisode de manque d'eau sévère. En effet, l'eau est abondante au Québec, mais sa disponibilité peut déjà occasionnellement devenir un enjeu local lors de périodes d'étiage. Il y a une diminution anticipée des débits d'étiage avec les changements climatiques. La population est généralement peu conscientisée au Québec aux enjeux liés au manque d'eau, bien que citoyens, entreprises et municipalités et écosystèmes peuvent être affectés. Puis je dirais que il y a quand même, ça évolue quand même vu les derniers épisodes qu'on a vécus au cours des dernières années de manque d'eau. Et la vulnérabilité aux étiages sévères varie selon l'hydrologie locale, les écosystèmes, les usages et les détails de fonctionnement des installations d'approvisionnement en eau, par exemple. Donc, chacune de ces priorités s'appuie sur la contribution d'un comité d'experts. Et dans le cadre du comité d'experts qui appuie la priorité diminution des risques et à la disponibilité en eau, ce comité nous a aidés à évaluer la pertinence de l'appel à proposition que nous avons lancé et également à rédiger cet appel à proposition. Juste pour vérifier, parce que moi je ne vois plus comme je partage, est-ce que mes collègues peuvent me dire qu'on m'entend bien? Oui, c'est bon. Donc, c'est ce qui m'amène à cet appel à proposition qui est intitulé « Quelles seraient les conséquences d'un manque d'eau sévère au Québec ?» Les objectifs de cet appel à proposition, l'objectif principal, c'est de dresser un portrait général des conséquences liées à des épisodes de manque d'eau sévère, eau de surface et eau souterraine au Québec, dans un contexte de climat en évolution. Et sur la base de ce portrait, d'identifier les connaissances à développer prioritairement pour mieux comprendre les conséquences d'épisodes de manque d'eau sévère dans un contexte de changement climatique. Il y a également un objectif secondaire qui est de répertorier à travers les rencontres et les analyses de littérature qui seront faites, de répertorier des exemples de solutions déjà utilisées ou considérées au Québec pour prévenir ou gérer les conséquences identifiées. En fait, les retombées qu'on attend de ce projet, c'est vraiment d'avoir des points de repère pour prioriser les enjeux, les territoires, les usages les plus vulnérables à un manque d'eau, de manière à, si on regarde d'un point de vue d'Uranos, à pouvoir orienter les projets de R&D et des projets pilotes ciblant les bonnes priorités. Également, ce projet vise, avec ce portrait, à fournir de la matière concrète pour pouvoir justifier et communiquer l'importance de se préparer aux situations d'étiage, donc faire de la sensibilisation. Les objets d'études, le territoire d'études, le projet porte sur le territoire de gestion intégrée de l'eau au Québec, auquel s'ajoute le tronçon du Saint-Laurent avec des eaux douces, les îles de la Madeleine et l'île d'Anticosti. Il est découpé en 2 phases. La première vise vraiment à faire un portrait global à l'échelle de tout le territoire d'études. Et la deuxième phase, c'est vraiment de préciser ce portrait à l'échelle de grandes régions hydrologiques qui devront être déterminées par l'équipe de projet, selon des critères qui restent à définir et qui devront être discutés et validés avec Oralens. Également, de prendre ce projet, cet appel à projet, ça prend en compte la conservation des écosystèmes aquatiques, les conséquences des manques d'eau sur la conservation des écosystèmes aquatiques, et bien sûr les différents usages anthropiques, l'alimentation en eau potable des municipalités, des communautés autochtones et l'alimentation en eau individuelle, production et autres activités agricoles, usages institutionnels, commerciaux et industriels, activités récréotouristiques, production d'énergie hydroélectrique et transport maritime, et également d'identifier les situations de conflit d'usage qui obligeraient à partager de l'eau ou à prioriser des usages
Et puis quels sont les usages concernés et les acteurs concernés. Les éléments à considérer, le mandat, il est basé sur l'utilisation de 3 trames narratives, des storylines, plausibles dans un contexte de changement climatique, qui seront fournies par Ouranos et que Gabriel va présenter plus tard quelle forme cela pourrait prendre. Également, il est basé sur la documentation d'événements d'étiage lors du passé récent, l'analyse de banques de données, la littérature existante. Je vois qu'il y a une belle faute d'orthographe, je m'en excuse. Une approche impliquant les parties prenantes également, avec par exemple l'organisation d'ateliers et ou des entrevues ciblées. Ce que je peux peut-être préciser là, comme c'est écrit dans le document d'appel à proposition, on parle de trames narratives possibles, de scénarios d'évolution des étiages. Il y a aussi la possibilité, si l'équipe le souhaite, d'utiliser éventuellement des scénarios d'évolution de la demande en eau, en lien avec la consommation d'eau potable, les usages agricoles, institutionnels, commerciaux et industriels, si ces scénarios sont existants et ne requièrent pas de développement spécifique. Et ensuite, pour la documentation d'événements d'étiage, on l'a écrit dans le document, on a identifié dans le document d'appel certains projets, et puis c'est loin d'être exhaustif, mais qui méritent d'être consultés, et notamment une attention particulière sur les bilans hydriques régionaux et l'analyse des conflits d'usage réalisés dans le cadre des projets recherche participative d'alternatives durables pour la gestion de l'eau en milieu agricole dans un contexte de changement climatique, dont les petits noms sont RADO 1 et RADO 2, qui ont été réalisés par le groupe AGECO pour le compte du MAPAC. Et les données et les résultats sont disponibles sur Données Québec. Ouranos et ses partenaires pourront aussi orienter l'équipe vers d'autres sources pertinentes d'informations au moment de la réalisation du projet. Et puis, bien sûr, l'équipe aura à faire ses propres recherches. Donc, ce qui est important, c'est que le mandat n'implique pas le développement de modélisation hydrologique. C'est vraiment basé sur ce qui est existant et puis sur la consultation des parties prenantes. Avoir également une évaluation réaliste et la plus documentée possible, tout en se permettant de faire des hypothèses lorsque l'information manque. Parce qu'on a bien conscience que peut-être que toutes les informations ne sont pas disponibles. Mais par contre, il faudra distinguer clairement les informations qui ont été vérifiées et les hypothèses, parce que ces hypothèses, ça constitue autant de lacunes qui pourraient éventuellement devenir des sujets de recherche. Et enfin, oui, on parle des conséquences liées à un manque d'eau, mais on souhaite que l'équipe considère la quantité d'eau disponible, donc, mais aussi les problèmes de qualité de l'eau qui découlent de la dilution faible et de la température de l'eau qui serait plus élevée en période d'étiage. Les livrables du projet sont organisés autour des 2 phases. Dans la phase 1, qui vise un portrait global à l'échelle du territoire, c'est de produire un rapport qui fait état des principales conséquences à un manque d'eau sévère au Québec, en détaillant les 5 à 10, donner une vision globale, mais en détaillant peut-être plus les 5 à 10 plus importantes conséquences, et qui seraient à identifier par un processus collaboratif selon des critères à définir, et puis les 5 à 10 connaissances à développer prioritairement pour mieux comprendre les conséquences d'épisodes de manque d'eau sévère dans un contexte de changement climatique. Également, à l'issue de cette phase, c'est de présenter des résultats à Ouranos et ses partenaires et de remettre une version commentée et synthétique du fichier PowerPoint qui a été présenté. La phase 2, c'est de dresser le portrait à l'échelle de grandes régions hydrologiques. Encore une fois, c'est un rapport qui fait état des principales conséquences liées à un manque d'eau sévère pour chacune des grandes régions hydrologiques définies dans le cadre du projet, répertoriant des exemples de solutions déjà utilisées ou considérées au Québec. Et à cette occasion de ce portrait 2, il sera peut-être possible et nécessaire de réviser le portrait global qui aura été remis à la phase 1 et la liste des connaissances à développer. Ce sera possible de remettre à jour s'il y a de nouvelles choses qui sont sorties
quand l'analyse sera plus approfondie au niveau des régions hydrologiques. Encore une fois, présentation des résultats Uranos et à ce partenaire, et puis de remettre une version complétée et révisée du PowerPoint commenté. Et une fiche synthèse incluant les principaux résultats du projet. Assez livrables principaux, s'ajoute une fiche synthèse de projet en cours pour le site d'Uranos. Donc, c'est une page en général. Pour chacun de nos projets, on a une fiche présentant les projets. Un rapport d'étape de nature plus administrative, le Canva sera fourni par Uranos. C'est plus un petit rapport administratif pour s'assurer que tout va bien. Et un rapport final de synthèse qui, lui, ça fera qui sera une synthèse entre le rapport de la phase 1 et la phase 2, selon un Canva qui sera aussi discuté et fourni par Uranos. En ce qui concerne l'équipe, elle devra montrer la pertinence des expertises et des expériences pour le projet. Elle comprend aussi dans l'équipe la participation d'un membre du groupe Scénario et Services climatiques d'Uranos, en l'occurrence Gabriel. Je vais juste voir en appui pour les trames narratives des scénarios d'étiage. Également, l'équipe devra maintenir un lien étroit avec Uranos tout au long de la réalisation du projet. Et selon le mode de fonctionnement d'Uranos, un comité de suivi composé de spécialistes externes au projet et de représentants d'Uranos fera le suivi formel du projet. Donc, ce qui est important de dire, c'est que l'équipe peut être composée d'experts provenant du secteur privé et ou d'universitaires et ou d'OBNL. Ce qui est important, c'est qu'elle démontre qu'elle a les expertises et l'expérience pour réaliser le contrat. Donc, j'ai eu une question que je souhaite vous partager via proposition pour un projet. Quelqu'un m'a demandé s'il y avait un minimum ou un maximum de personnes pour composer cette équipe. La réponse est celle que je viens de faire, c'est-à-dire non, il n'y a pas de chiffre. Ce qui est important, c'est que l'équipe démontre qu'elle a les expertises et l'expérience pour réaliser le projet. Puis, il est important aussi de noter ce qui est en bas et puis qu'on verra, c'est que le budget du projet est de 250 000 $. Donc, ça, c'est les deux critères importants. Par contre, je ne suis pas sûre qu'une personne seule puisse réaliser le projet. Ça, c'est un outil donc, quand on parle du nombre minimum. La durée du projet global est de 24 mois, donc 12 mois pour la phase 1 et 12 mois pour la phase 2. Et le budget est de 250 000 $ au maximum, incluant les frais indirects de gestion à hauteur de 15% ou les taxes applicables selon le cas que l'on ait affaire à des universitaires ou à des entreprises privées. Le budget devra refléter les efforts consentis au projet selon les échéanciers demandés. Les étapes d'évaluation de la conformité de projet. Donc, la proposition doit être soumise au plus tard le 14 mars à 12 h. Proposition détaillée selon les canevas qui sont disponibles sur le site avec canevas de budget et canevas de proposition. Il faut que le montant demandé soit inférieur ou égal à 250 000 $ et que la documentation soit conforme. Proposition de projet détaillée incluant fichier de budget. Curriculum vitae du ou de la chargée de projet et référence d'une expérience similaire pour démontrer l'adéquation avec l'expertise du sous-modèle. Pardon. Je m'excuse. Les critères, donc le projet, la proposition sera évaluée par un comité d'experts selon ces 3 critères qui sont la qualité et la rigueur de la méthodologie proposée et adéquation avec les besoins formulés dans la proposition, la pertinence de l'expérience et l'expertise de l'organisation et de l'équipe de projet, et adéquation de l'échéancier de travail, du budget et des livrables avec les paramètres de l'appel. Ce qui est important de noter, c'est qu'Uranos ne s'engage pas à sélectionner la proposition affichant le prix le plus bas. Enfin, les dates à retenir, c'est qu'on demande une manifestation d'intérêt pour le 21 février. Donc, c'est un simple courriel nous indiquant
si vous souhaitez soumettre une proposition de projet et de l'envoyer à proposition.projet@oranos.ca. Et seuls ceux qui ont manifesté leur intérêt seront conservés dans la liste des communications. La date limite du dépôt des propositions, comme indiqué tout à l'heure, c'est le 14 mars à 12 h. On fera un retour vers les équipes vers la fin mai, après évaluation, pour un démarrage du projet à l'été 2022. Donc, toutes questions concernant cet appel doivent être transmises via l'adresse qui a été mentionnée plus tôt. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est comme il s'agit d'un appel public, toutes les réponses qui seront faites, qui peuvent être d'intérêt pour les gens potentiellement intéressés à soumettre, seront envoyées à tous, quand ça a vraiment un intérêt pour tous, parce que ça permet de préciser des choses sur le mandat. Donc voilà, je vais passer la parole, je m'excuse vraiment, à Gabriel. Merci. Donc, j'imagine que c'est toi qui vas passer les diapos. Parfait. Oui. Donc, c'est ça. Moi, je vais présenter un peu l'appui qu'Ouranos va fournir pour ce projet-là, spécifiquement donc pour les trames narratives d'étiage présent et futur. Donc, déjà, au niveau là, de l'effort qui pourrait être fourni dans ce projet-là, on parle de 350 heures, qui n'est pas compris dans le 250 000 mentionné précédemment. Là, ce sont des heures en nature qui vont, donc, qui vont comprendre à la fois l'implication technique donc pour la préparation des trames narratives et l'accompagnement, mais également donc pour le suivi un peu plus technique ou scientifique du projet. C'est bon, tu peux passer à la prochaine. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'idée de trame narrative, c'est quelque chose de quand même relativement nouveau au niveau de la littérature scientifique. Si vous allez voir, justement, dans la littérature qui est un peu plus anglophone, là, souvent, c'est le terme storyline qui est utilisé. Et contrairement à des scénarios climatiques un peu plus usuels, l'idée ici est vraiment de partir d'événements réels et idéalement marquants du passé récent. Et en utilisant l'information des modèles climatiques et dans ce cas-ci des modèles aussi hydrologiques, de tenter d'aller voir comment ces événements-là spécifiques auraient pu être différents dans un futur plus chaud. Donc, en s'appuyant sur des événements similaires qui sont modélisés d'un point de vue climatique, donc par les modèles climatiques, mais également au niveau de l'hydrologie. Dans notre cas, je vais le décrire un peu plus tard, mais on se base sur les résultats à venir de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional fait par le ministère de l'Environnement. Tu peux passer à la prochaine. Donc, il y a déjà un travail préparatoire qui a été fait l'automne dernier pour tenter d'identifier justement ces quelques événements marquants-là sur lesquels on veut travailler. Il n'y a pas d'événement du passé récent qui aurait touché tout le Québec en même temps. Donc, on a séparé ça en 3 régions que vous pouvez voir ici. Là, donc, 2018 pour la Gaspésie ou l'Est du Québec, 2021 à peu près pour le centre et 1995 pour le reste de la Rive-Nord. Tout ça est à voir comme des résultats préliminaires qui pourront être validés, bonifiés en début de projet. Et l'idée ici, donc, étant d'aller voir justement dans le passé le plus récent possible quels événements avaient touché des grands pans du territoire québécois. Donc, pour une région spécifique donnée, c'est possible qu'une année autre que ça soit pire. Mais on a favorisé l'homogénéité du territoire plutôt que de tenter vraiment de trouver l'événement maximal partout. Tu peux passer à la prochaine. Donc, comme il a été mentionné, on a 3 trames narratives qu'on souhaite explorer et qui seront explorées plutôt que de les voir en années futures, en horizons futurs, avec des DRCP. On compte les explorer donc en degré de réchauffement global par rapport au niveau préindustriel
Et les trois trames narratives seront donc plus 2, plus 3, plus 4 degrés de réchauffement global. Et pour contexte, là, en ce moment, on est à peu près à plus 1, donc c'est pour ça que plus 1 n'est pas là. Le niveau de détail qu'on pourra vous fournir sera vraiment selon les besoins de votre projet. On ne veut pas a priori décider de ceci, mais on vous donne quand même quelques exemples de ce à quoi ça pourrait ressembler. Au niveau des eaux de surface spécifiquement, il y a justement beaucoup d'informations auxquelles on a accès via les travaux d'Uranos récemment pour aider le ministère de l'Environnement à préparer la prochaine édition de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Et donc, nous, on a accès à ces résultats-là et on pourra faire des analyses. Ce que ça ne couvre pas, ce sont les eaux souterraines, ainsi que le fleuve Saint-Laurent, les îles de la Madeleine, l'île d'Anticosti. Dans ces cas-ci, on pourra vous pointer vers certaines études qu'on connaît, mais ce sera aussi à vous là, de compléter cette information-là manquante. Donc, les trois niveaux de messages ou de niveau de détail qu'on pourrait vous fournir vont de messages très simples qui touchent là, toute une région, par exemple, couverte par l'étiage de 2021, pour tenter là, de simplifier au maximum l'aspect changement climatique et plutôt travailler sur les conséquences avec les acteurs. Il y a moyen également de descendre un peu plus l'échelle et d'aller sur des messages similaires mais spécialisés, donc à l'échelle des zones de gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant, qui sont les ZGIEBV. Et puisqu'on a accès à l'Atlas hydroclimatique, qui lui travaille en tronçon de rivière, si jamais c'est jugé nécessaire, on pourrait même descendre à l'échelle des tronçons, donc à l'intérieur des ZGIEBV. Prochaine diapo. Donc, ici, un exemple de ce à quoi pourraient ressembler ces messages simples. Encore ici, là, il faut tout voir ça comme des résultats préliminaires. Donc, ne pas prendre les messages ici comme des messages exacts de ce qu'on va vous fournir, mais plutôt comme une représentation ou un exemple de ce qu'on pourrait faire. Et qui serait donc de dire que si un étiage similaire à 2021 se reproduisait, mais dans un monde à plus 3 degrés, par exemple, par rapport au niveau pré-industriel, de tenter d'aller voir au niveau du pic de crue, du timing, donc du moment du pic de crue. Dans ce cas-ci, ce serait par exemple aussi hâtif qu'en 2021, qui était déjà très hâtif comme crue, mais avec une baisse plus prononcée par la suite. On peut le voir également en termes de soit pourcentage des débits en rivière ou en volume, si jamais les volumes sont plus intéressants pour un acteur donné. Et également en termes de durée. Donc, pour 2021, souvent, ça s'était terminé vers le sud du Québec là, à peu près à la fin août. Là, ce serait de dire, bon, ben, l'étiage, plutôt que de se terminer à la fin août, se terminerait à la fin octobre, par exemple. Prochaine diapo. Donc, il y a moyen de sortir un peu ce même genre de message-là, mais de manière un peu plus spatialisée. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les délimitations des ZGIEBV pour l'étiage de 2021 spécifiquement. Et donc, l'idée ici étant que ce que je viens de mentionner là, pour la diapo précédente pourrait être répété, mais c'est ça, spatialisé pour chacun. Mais ça offre également l'opportunité d'avoir des choses un peu plus spécifiques au bassin versant, comme par exemple un débit minimal moyenné sur un certain nombre de jours pour l'étiage de 2021 et l'étiage projeté. Également des portraits, comme c'est montré ici en image. Donc, soit du pire moment de l'étiage ou un portrait mensuel ou bi-hebdomadaire. Qui, dans ce cas-ci, ce qui est montré, donc c'est le débit spécifique moyen pour une région par région
pour la fin août, donc avec l'étiage réel 2021 ainsi que la projection de cet étiage-là, mais dans un plus 3 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel. Prochaine diapo. Et donc, le dernier niveau de détail, qui est le niveau le plus raffiné peut-être, se base, lui, sur vraiment les tronçons de rivières fournis par l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional. Donc, vous pouvez voir au milieu une représentation là, vraiment des tronçons eux-mêmes, du genre de spatialisation qu'on peut avoir dans ce cas-ci pour le bassin versant de la rivière Chaudière. Ce que j'ai fait ici était de refaire la même image que précédemment, mais donc à l'échelle du bassin versant de la Chaudière à l'intérieur. Dans cette image-là, pour l'instant, moi, j'ai seulement quelques points spécifiques, mais simplement parce que pour les fins du pré-projet qu'on a fait l'automne dernier, je n'avais pas été acquérir toutes les données du bassin versant, mais il faut réfléchir dans l'optique où ces informations-là ressemblent un peu plus à l'image au centre. Donc, moi, ça fait le tour pour la description des différentes trames narratives et de l'effort qu'on pourrait vous donner. Merci. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran parce qu'en fait, maintenant, on passe à la période de questions. Vous pouvez, dans le chat, vous pouvez lever la main ou pour dire que vous souhaitez parler, ou vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a présenté. Je regarde si je vois des mains levées. Oui, il y en a une. Isabelle Charon. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. J'aurais aimé bien comprendre vos attentes par rapport à l'approche participative. Là, vous faites mention d'entretien individuel, de consultation. Est-ce que vous avez des attentes par rapport au fait qu'il y ait des consultations à échelle régionale, que les différents usagers soient consultés? Donc, peut-être nous en dire un peu davantage parce que ça peut influencer la démarche et l'enveloppe budgétaire là, qui est consacrée à ça. Ben, effectivement, la première partie qui est plus globale, peut-être que c'est basé sur des résultats disponibles. Il y a peut-être déjà quelques consultations à faire d'acteurs clés, mais effectivement, en ce qui concerne dresser les portraits plus à l'échelle des grandes régions, peut-être qu'effectivement, il va falloir aller voir un peu des parties prenantes, des villes ou des représentants des gens qui s'occupent des écosystèmes, d'autres acteurs qui représentent d'autres usages. Donc oui, probablement pour des analyses plus sur les grandes régions hydrologiques, ça prendra quand même des consultations de ces acteurs-là. Pour préciser. Je me permets un complément. Je pense que tu as utilisé des mots comme probablement et en fait, c'est le résultat qui nous intéresse. Donc, on ne veut pas imposer une approche méthodologique. Donc, il n'y a pas d'attente spécifique sur la nature des consultations, comment elles doivent être organisées, qui doit être rejoint. Je pense que c'est l'idée d'aller chercher de l'information suffisante pour atteindre le livrable. Donc, je suis un peu en complément à ce que tu viens de dire, Anne. On a l'impression que méthodologiquement, c'est une bonne idée, mais ça appartiendrait aux responsables de projet de pondérer ou de moduler sa proposition. D'autres questions? Je regarde si je vois d'autres mains levées. Il y en a une dans le chat, juste au niveau de l'enregistrement du webinaire. Est-ce possible de recevoir le PowerPoint? Oui, en fait, c'est ce que je disais. On n'enverra pas le PowerPoint. La présentation est enregistrée et je m'en excuse parce que vous allez entendre ma toux. Et puis, on va la mettre en ligne et l'envoyer aux gens qui ont participé également, ce lien. Est-ce que tu vois les mains, Anne? Audrey, oui, je vois madame. Je ne sais pas dans l'ordre, donc je vais aller dans l'ordre de la liste. Je m'excuse si je ne suis pas dans l'ordre. Je vois madame Audrey Maheu. Oui, bonjour. Je suis professeure à l'UQO. Merci pour la présentation aujourd'hui. C'était très informatif. J'aimerais ça vous entendre un petit peu plus sur comment l'intégration des scénarios
climatiques vont être faits. Je pense que c'est la portion qui me... en tout cas, je suis restée un peu sur ma faim quand Gabriel en a parlé. Je ne sais pas si tu pourrais en parler un petit peu plus sur comment vous voyez ce passage-là ou l'intégration de cette information-là. Je pense que c'est ce que j'ai moins bien compris. Est-ce que tu veux, Anne, que je sais quelque chose? Oui, puis ou Gabriel, oui. Ouais, vous laissez répondre. C'est ça, je vais essayer je vais évoquer quelque chose de général. Donc, globalement, je pense que la façon dont il faut voir ce projet-là, c'est d'obtenir de l'information sur ce qui se passerait au Québec si on avait un étiage sévère, très sévère, et probablement plus sévère que ce qu'on a connu. De la même façon qu'on a une bonne idée des impacts et des conséquences d'une crue forte, parce qu'on en a vécu et on sait ce qui se passe. Là, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qui se passerait au Québec si on avait une crue très forte, un étiage très fort. Et donc, les scénarios, ils nous servent à définir ce qui est l'univers du possible. On ne va pas imaginer un très fort qui est absurde, on veut l'ancrer dans la réalité de ces scénarios-là. Et donc, ces scénarios-là, ils sont disponibles pour poser les bonnes questions, aller fouiller la documentation en se disant ça pourrait aller jusqu'à telle intensité d'étiage. On a des indices à travers les scénarios climatiques que c'est possible, que c'est des choses qui peuvent arriver. Je pense que ça ne dépasse pas ce niveau d'intégration-là et donc ça reste de l'information pour mesurer les intensités de ce qui est possible, puis on en propose 3 niveaux d'intensité. Peut-être que ça peut être complété par Gabriel. Oui, ben, peut-être un petit complément. L'idée de travailler en trame narrative plutôt qu'en scénario s'accroche un peu à ce que Richard vient de dire, où on a eu récemment là, deux étiages que nous, on a identifiés, qui sont 2021 et 2018, qui ont eu des conséquences sur le terrain pour les différents acteurs. Et donc, l'idée des scénarios est de partir de ces événements-là qui demeurent encore dans l'imaginaire des gens parce que ça vient d'arriver et de dire, bon, mais qu'est-ce qui pourrait arriver pour vous si c'était encore pire? Mais là, le encore pire, justement, on veut l'ancrer à quelque chose, d'où ces scénarios +2, +3, +4 degrés Celsius. OK. Bien, ça répond à ma question. Je trouve quand même que le grain demandé là, de +2, +3, +4 a l'air beaucoup plus précis que la réponse que vous venez de me donner, là, dans le sens que pour moi, il y a un certain mismatch entre le niveau de détail demandé, là, mais ce sera à l'équipe de recherche de regarder ça, là, ceux qui vont faire le projet. Merci. Oui, puis comme on le disait, Gabriel, nous, Ouranos va être impliqué pour répondre aux besoins de l'équipe. Donc, c'est un échange après. Quel format vous voudrez, qu'est-ce qui est nécessaire à la méthodologie que vous voulez mettre en place dans les différentes équipes. C'est un dialogue. C'est pour ça qu'on n'est pas arrivé avec quelque chose de tout cané. Ça va se faire à travers le dialogue pour être le plus utile possible pour réaliser le mandat. Monsieur François Lajoie? Oui, en fait, je m'interrogeais sur la question des eaux souterraines. Vous avez dit, je voulais vérifier, c'est que vous n'avez pas un portrait de la situation, parce qu'on sait que les eaux souterraines, en fait, les cycles de l'eau sont tous interreliés. Là. Les eaux de surface sont très dépendantes et contributives aux eaux souterraines. Dans la région, nous, on a réalisé un PACES et puis on est en train de l'intégrer à notre plan directeur puis à notre compréhension des phénomènes. Je voulais voir un peu qu'est-ce qui est envisageable par rapport à ce que vous demandez. Est-ce qu'il est question de monitorer les eaux où on se base seulement sur les données existantes? Parce qu'à un moment donné, vous avez fait référence aux bases de données, à la littérature. Est-ce que dans le cadre du projet, il est possible d'avoir soit des bassins pilotes pour vérifier justement la suite des choses ou on est vraiment dans le constat de ce qui s'est passé? Ben, je vais laisser Richard répondre, mais sur les eaux souterraines.
Pour les autres surfaces, là, comme on vient de le dire avec des mots-clés, là, on a une offre d'information qui vient d'Ouranos qui permet de faire avancer le projet. Dans le cas des eaux souterraines, on n'a pas ce niveau d'offre-là d'information, donc il faut référer à de la littérature existante, il faut référer à des experts qui pourront guider et donc qui pourront donner une certaine orientation sur ce qui est envisageable comme situation d'étiage pour le futur. Dans votre question, il y avait une partie de collecte, recherche d'informations, amélioration de la connaissance. Ouranos, en général, veut contribuer et réfléchir à ces problèmes-là, mais dans le cadre de cet appel à proposition-ci, on est clairement dans qu'est-ce qu'on peut faire avec l'information qu'on a maintenant, dont on dispose maintenant, et les experts qu'on peut consulter maintenant pour se faire une idée de ce qui peut arriver dans le cas, je le répète, d'une situation d'étiage sévère. Donc, ce projet-ci, il ne va pas dans le sens de ce que vous évoquez, pourtant bien pertinent, de ce que vous avez évoqué, mais ce n'est pas dans la portée du projet actuel. Et puis, vous avez présenté l'exemple de la rivière Flaudière. Là où vous vous êtes concentré, en fait, le portrait que j'ai vu, c'est 2021. Est-ce que les autres territoires sont aussi, il y a une documentation intéressante, là, par exemple, le secteur de 2018, là, est-ce qu'il y a des lectures? Parce que nous, on suit des projets, on réalise des projets dans la mesure où l'information nous est rapportée, mais on n'a pas une connaissance aussi élaborée que ce que vous pourriez avoir. Ça, je pense que c'est plus pour toi. En fait, là, la chaudière avait été prise purement en type d'exemple pour la présentation, mais au niveau des autres surfaces, il faut supposer que toutes les régions qui ont été montrées sur la carte précédemment, qui avaient les couleurs, ont ce niveau d'information-là. Puisque ça vient là, de l'Atlas hydroclimatique du Québec méridional qui touche donc tout le Québec méridional. Mais ça, c'est seulement pour les eaux de surface. C'est bon, merci. Rebecca Petra. Bonjour, merci pour la présentation. J'aimerais savoir si le volet de prélèvement d'eau fait partie de la portée de l'étude, parce qu'on sait que dans certains bassins versants, il y a énormément de prélèvement d'eau, surtout au niveau des agriculteurs. Puis, ça peut en fait influencer le niveau d'eau en amont et en aval d'un bassin versant. Puis, je ne sais pas jusqu'à quel point aussi vous avez accès à ces données-là pour les préleveurs d'eau en deçà de 70 000 litres par jour. Mais c'est ce qu'on a mentionné quand on a parlé de la trame narrative. Nous, on fournit des trames narratives sur les scénarios d'étiage pour les eaux de surface. Et on a indiqué que si l'équipe le juge nécessaire et intéressant, elle pourrait intégrer des scénarios de demande en eau également, à condition que, bien sûr, ce qu'on a noté, c'est qu'on ne souhaiterait pas que ça prenne une grosse partie de développement, cet aspect-là. Et ça a été fait dans certains projets, je pense notamment à Rado, qui a fait ce genre de choses, de projection de la demande. Donc, vérifier s'il y a des choses qui existent qui peuvent être prises par rapport à ça. Okay. Rado, bien sûr, regardez, oui, la demande en eau pour l'agriculture, mais aussi pour les ICI, pour l'eau potable. Je me permets, les deux dernières questions sont vraiment intéressantes parce qu'ils montrent déjà où il faudrait peut-être aller pour améliorer des éléments. Et je pense que on est dans un des objectifs de ce projet-ci, de travailler avec l'information qui est connue, de faire des hypothèses sur des choses qu'on ne sait pas, en identifiant que c'est des hypothèses et qu'elles pourraient être critiques. En tout cas, quand on aura un portrait d'ensemble, on verra si ces hypothèses-là, par exemple, sur les eaux souterraines ou sur les prélèvements en eau, sont des éléments critiques sur lesquels il faudra, suite à ce projet, non pas dans la portée du projet, déployer des efforts, en tout cas signaler qu'il y a des efforts à déployer parce que ce sont des éléments critiques. Donc, à nouveau, tout en considérant ce que vous avez mentionné très important, ce qu'on veut évoquer, c'est qu'on fait avec ce qu'on a maintenant comme info et on essaie de tirer le meilleur et d'identifier ce qui manque et qui est critique. Donc, c'est les deux objectifs du projet. Merci. Ton micro est fermé, mais on suppose que tu voulais donner la parole au suivant, M. Sylvain.
Sylvain Raffini. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc, je voulais juste être sûr que j'ai bien compris l'esprit de la proposition, enfin de l'offre. En fait, vous mentionnez d'une part que les eaux souterraines ne sont pas prises en compte dans vos modèles, dans vos modélisations hydrologiques, enfin de débit d'étiage. Et d'un autre côté, vous dites que la modélisation ne peut être l'outil dans la proposition, dans le projet que vous offrez. Donc, l'idée, ce n'est pas d'intégrer ce volet eaux souterraines dans vos modèles. Ce ne serait pas un scénario, ce ne serait pas une méthodologie qui vous intéresserait. Donc, est-ce qu'il s'agit plus donc de consulter les parties prenantes et de par leur expérience vécue dans des périodes d'étiage récents, d'anticiper les conséquences sur des étiages que vous prédisez, mais donc on est dans une approche plus qualitative, si je comprends bien. On ne vise pas une estimation quantitative de l'impact, on vise plus une consultation des parties prenantes et une anticipation qualitative de l'impact. C'est ça? Mais en fait, oui, on va pas, comme on le disait, il n'y a pas de modélisation au niveau. C'est vraiment de faire un portrait avec ce qui existe, avec ce qui a été documenté. Si dans la documentation qui est disponible, y compris quand il y a des choses qui sont chiffrées, on va être intéressé de les avoir. S'il y a des gens, s'il y a des parties prenantes ou s'il y a eu des rapports, ou s'il y a eu des choses qui montrent, des choses chiffrées, ça va être d'intérêt, mais effectivement, ça peut être aussi qualitatif. Et je pense que vous avez bien compris par la façon dont vous avez résumé le niveau d'information recherchée avec la nuance que Nan vient d'apporter. Je pense que vous l'avez bien décrit en une ou deux phrases. Et peut-être pour compléter encore là au niveau des trames narratives ou des scénarios qu'on pourrait vous fournir, c'est l'idée aussi pour laquelle on mentionnait qu'il y a plusieurs niveaux de détails qu'on pourrait fournir. Parce que ça se peut justement que les messages les plus simples, qui sont 50% des débits de 2021, soient suffisants pour le travail demandé de communication avec les acteurs, d'aller voir ce serait quoi les impacts. Donc, c'est pour ça aussi là, que tout à l'heure, on mentionnait plusieurs niveaux de détails possibles selon les propositions qui seront envoyées. OK. Alors, peut-être une deuxième question, si c'est possible, peut-être un petit peu plus technique, mais si vous ne prenez pas en compte l'eau souterraine dans vos modèles prédictifs, comment vous gérez la contribution de l'eau souterraine aux rivières, enfin au réseau hydrologique? Et quelle incertitude, la façon dont vous probablement vous simplifiez du coup cette contribution, quel impact ça peut avoir sur l'incertitude des prédictions? Richard, je vais te laisser répondre. C'est une question majeure. On a déployé et on déploie au Québec des outils opérationnels et de la recherche pour les améliorer. Donc, ce qu'on a comme eau de surface actuellement, c'est associé à de l'information qui vient de modélisation pour laquelle la composante eau souterraine est vraiment très empirique, très paramétrisée. En parallèle, il y a un certain nombre d'activités de recherche avec plusieurs collaborateurs universitaires pour tenter de faire le pont entre ces éléments-là. Donc, dans une rencontre comme celle-ci, c'est difficile pour moi de vous évoquer clairement la question d'incertitude. Quel est le niveau d'incertitude? C'est certain qu'il est existant. Ce qu'on veut peut-être évoquer ici, c'est que l'intérêt d'utiliser les outils qu'on a actuellement, c'est qu'ils sont à grande échelle. Ils sont déployés sur tout le territoire avec leurs faiblesses et leurs forces. Et donc, de l'incertitude, mais c'est clairement ce qu'on possède de plus actuel à large couverture sur le territoire. Et comme on vous l'évoquait à tous un peu plus tôt, Anne, dans sa présentation, il existe des groupes de recherche, il existe des experts au Québec qui sont capables d'apporter une nuance à ces discours-là. Et qui sont capables d'apporter de l'information supplémentaire de nature qualitative sur la qualité de ce qu'on peut retrouver dans les modèles de surface et qui pourraient être consultés pour être capable de dire est-ce qu'on est en train de travailler avec de l'information pertinente jusqu'à un certain point ou est-ce qu'elle a un certain nombre de faiblesses. Je pense que ça pourrait faire partie de l'effort de consultation dans le cadre du projet, de venir nuancer cette information-là.
je ne vais pas me répéter, mais le défi, c'est de trouver de l'information qui est disponible sur une large partie du Québec parce qu'il y a des projets de recherche qui, localement, ont été beaucoup plus loin que ce qu'on vous fournit là et qui pourront être tirés à profit, dont il sera possible de tirer profit. Ouais, moi, je voulais juste ajouter qu'on a bien conscience qu'on ne sait pas tout. On est un organisme de recherche, qu'il y a des choses qui vont être imparfaites. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a certainement des hypothèses qui vont devoir être faites. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est vraiment les retombées qu'on attend de ce projet-là. Oui, il y a eu des épisodes d'étiage au Québec. On voit qu'il y a eu, ça a déjà causé des conséquences. Ça a déjà touché différents acteurs, différents usages. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est vraiment, avec ce projet, c'est vraiment un portrait global de c'est où les lieux les plus sensibles, c'est quoi les usages les plus vulnérables, quels sont le type de conséquences, de manière à pouvoir, oui, communiquer ça et montrer que c'est un enjeu important et sur lequel il faut travailler, mais aussi nous aider justement en termes, et puis Ouranos et la communauté aussi, l'ensemble de la communauté des acteurs et des chercheurs, sur quoi il faut travailler. Qu'est-ce qui nous manque comme information pour parfaire ce projet, ce portrait-là dans le futur? Et peut-être pour finaliser, encore ici, je pense qu'il faut revenir au fait qu'on utilise des trames narratives, donc on se base sur des événements réels, qui est un peu une réponse aussi au fait qu'on sait qu'on ne sait pas tout, mais les acteurs qui ont vécu 2021 connaissent, dans le fond, le territoire, ils savent ce qui s'est passé. Et nous, ensuite, l'idée de partir de ça, de cet outil-là déjà de communication qui est un événement réel, et de tenter de l'empirer pour le futur, mais encore là, d'une manière réaliste. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui, c'est parfait. Merci beaucoup. Frédéric Gauthier? Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. J'ai deux petites questions. Avez-vous réfléchi aux critères qui vont servir à évaluer l'importance des 5 à 10 conséquences les plus grandes? Tu sais, moi, je vois ça vraiment comme peut-être pas un premier regard, mais à ce niveau d'altitude-là, un premier regard OK, c'est où qu'on doit mettre nos efforts? Tu sais, vous cherchez des priorités, là, des conséquences. Avez-vous déjà commencé à penser à vos critères pour analyser l'importance de ces conséquences-là dans différents domaines? Je répondrai en disant que ça fait partie du mandat de définir les critères et que en fait, l'idée, c'est que l'équipe nous propose des critères et qu'on discutera avec eux, avec éventuellement les membres du comité de suivi qui va comporter des experts. Nous également, on a un comité d'experts avec notre comité de programme, notre comité de programmation. Donc, on peut aussi les mettre à contribution, mais ça fait partie du mandat de réfléchir à ces critères, au même titre que ça fait partie du mandat de réfléchir quand on parle de région hydrologique. Comment on regroupe ça? Mais c'est un dialogue, c'est-à-dire c'est pour ça qu'on souhaite que l'équipe qui va réaliser le projet, oui, elle sera en lien avec nous à travers le comité de suivi qui se réunit de manière un peu épisodique, mais il y a aussi avec l'équipe de coordination, et puis nous, on peut solliciter des gens de manière ad hoc. Donc ça va se faire à travers un dialogue, mais ça fait clairement partie du mandat de définir ces différents critères. Excellent. Puis ma deuxième question, c'était au niveau des décisions qu'on peut prendre pour les contrôles de niveau d'eau. Actuellement, dans le fleuve Saint-Laurent, on a travaillé beaucoup avec la garde côtière. Puis une des choses qui est difficile, c'est de dire, quelles seront les décisions du comité mixte international au niveau d'eau, tout ça. Avez-vous des scénarios pour ça aussi? Je pense transport maritime, je pense érosion des berges, ce genre de choses-là. Richard, je vais te laisser répondre pour le Saint-Laurent.
Je vais répondre, puis peut-être que Gabriel pourra compléter. Là. Le cas du Saint-Laurent, on n'a pas en ce moment en main des scénarios finaux. Bon, par contre, on a, avec plusieurs collaborateurs, Ouranos a financé et contribué à un projet autour de 2006, qui s'est terminé autour de 2016, si je me souviens bien, dans lequel il y avait un scénario possible de bon niveau dans le Saint-Laurent. Et puis, on sait aussi qu'en ce moment, le gouvernement fédéral, à travers Environnement Canada, est en train de réaliser une étude qui n'est pas encore terminée, donc, enfin, qui n'est pas encore publiée, je pense qu'elle est terminée. Donc, ça pourra faire partie de la documentation auquel les responsables du projet pourront aller tirer un peu d'infos. Et puis là, je ne peux pas avancer sur ce qu'il y a précisément dans ces études-là, mais ça va être comme pour le reste, un certain nombre d'éléments d'hypothèses et sur ce qui pourra être opéré ou non, et ça ira probablement pas dans un niveau de granulométrie très, très détaillé, mais je pense que ça pourrait être une bonne base pour le volet Saint-Laurent. Peut-être que Gabriel, tu as un complément ou je suis. Non, tu as très bien répondu. Mais ça, ta réponse, Richard, me fait revenir à une question, je ne sais pas si elle est encore là, la première question qu'a posée Isabelle, en parlant de la consultation des parties prenantes et de l'importance, puis où tu as répondu, c'est l'équipe qui jugera, mais on voit aussi à travers nos réponses de ce qu'on vous fait, c'est que oui, il y a une consultation des parties prenantes, une consultation de la littérature, il y a aussi une consultation d'experts, probablement. Merci beaucoup. Regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées. On arrive. Il reste 2 minutes. On est ponctuel à la fois pour le début et pour la fin ici. On termine à peu près maintenant. Oui, puis ça t'aime ça. Je sais que Richard, c'est important. Donc, je vais laisser la dernière minute. Mais en tout cas, si vous avez merci d'avoir participé à de l'intérêt que vous avez manifesté à cet appel à proposition. Si vous avez des questions, comme mentionné, n'hésitez pas à envoyer vos courriels à proposition.projet. C'est l'adresse centralisée. Et si jamais, comme je le disais, comme c'est un appel public, si les réponses peuvent être utiles à tout le monde, je ferai parvenir les réponses dans un premier temps à l'ensemble des gens qui ont participé à cette réunion, qui s'y sont inscrits, et plus tard, quand vous aurez manifesté, à ceux qui auront manifesté leur intérêt à soumettre une proposition le 21 février prochain. Mais n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que cela va aboutir au dépôt de très belles propositions. Puis, on a hâte de travailler avec vous. Merci beaucoup et merci à mes collègues pour m'avoir aidé à préparer tout ça.